Hello! Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just in Tunes. Pour cet épisode, je suis allée à la rencontre de Xavier Collin. Dans la vie, il est éditeur dans la musique et à la tête de sa société d'édition WTPL. Je suis très contente de cet échange. Xavier explique son métier et son rôle. Quand, comment et pourquoi contacter un éditeur. Cet épisode est également riche d'informations pour les nouveaux et futurs éditeurs. Alors bonne écoute! Salut Xavier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Just in Tunes. Je suis ravie de te recevoir. Merci à toi de me recevoir. C'est hyper cool. Alors, on se connaît depuis peu de temps. On essaye de travailler sur quelques projets ensemble. Et c'était important pour moi de t'avoir ici dans le podcast, que tu nous parles de ton métier d'éditeur. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Je m'appelle Xavier Collin. J'ai une société que je gère depuis maintenant 1993, donc ça, je comptais avec moi un peu plus de 26 ans, Okay. Qui est une société qui a été créée par des artistes que j'ai rejoints pour les manager. C'était des Anglais, donc ils avaient monté une société, peut-être que d'autres artistes auraient monté une asso, et je me suis occupé à la fois du management et j'ai externalisé toute la partie tournée pendant 10 ans. D'accord. Et quand le groupe s'est arrêté, on a commencé à travailler en éditeur auprès des projets qu'on faisait tourner, tout simplement. On commençait, puis petit à petit, on a développé le catalogue. Okay. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait ces dernières années en tant qu'éditeur. D'accord. Et aujourd'hui, cette société est celle que tu diriges toi tout seul maintenant ? Oui, complètement. Oui. Okay. Depuis, j'ai racheté les parts des membres du groupe au fur et à mesure des départs, et là, je suis seul à bord. Ouais. Enfin, j'ai une équipe, mais c'est ma société. Et vous êtes combien maintenant ? À Lille, on est 4. D'accord. Voilà, et j'ai une particularité, c'est que j'ai créé des sociétés sœurs dans plusieurs pays, donc j'ai des partenaires locaux dans 5 pays. Voilà. D'accord. Lesquels ? Canada, États-Unis, Angleterre, Allemagne, et depuis l'année dernière, le Japon. Ok, ça fait un paquet de monde. Ok. Oui, ça fait un réseau sympathique. J'imagine. Et du coup, donc, tu as dit que tu avais commencé donc, dans la musique parce que tu travaillais avec un groupe anglais. Tu avais déjà eu une appétence dans le milieu musical. Pourquoi ce groupe-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ouais, j'ai commencé un petit peu avant à organiser des concerts quand je suis arrivé à Lille pour mes études. Voilà, j'ai monté une association en arrivant. Et je me suis associé, dans l'association, j'étais parti pour faire du théâtre et de la vidéo, donc rien à voir au départ directement avec la musique. Ouais. Et puis, on a eu deux membres qui étaient musiciens, qui ont voulu organiser des concerts. Et de fil en aiguille, c'est la musique qui a pris plus de place. Et étant président de l'association, je me suis impliqué assez vite dans l'organisation, dans les choix d'artistes, dans les montages de projets. On nous a donné une salle à gérer, à programmer. Donc, ça a pris de la consistance, puis une deuxième salle. On a fait de l'accompagnement de pratiques amateurs en parallèle, etc. Ça a pris beaucoup de place. Moi, à côté, en poursuivant mes études, j'ai continué à faire de la radio, parce que je faisais de la radio. D'accord. Donc, j'étais journaliste radio, et voilà, c'était assez compatible. J'ai créé une émission pour parler de musique, pour interviewer des groupes que je voyais en concert. Donc, tout ça était assez complet dans le paysage, et ça me permettait de rencontrer des gens de tous les horizons et de comprendre un peu cet écosystème, ou en tout cas les gens qui le composaient. Et après, quand j'ai rencontré les Barking Dogs comme ça, en fait, on nous a donné une salle qui était en périphérie de Lille, et à 20h, il n'y avait plus de bus. Donc, il fallait trouver des solutions pour inviter les gens à venir quand même. Pratique. Donc, l'idée d'un festival est vite venue. Des gens de l'asso m'ont parlé de plein de groupes, dont les Barking Dogs, qui sont venus jouer. D'accord. On a bien sympathisé, le groupe était sympa. Et puis, la même année, la mairie de Lille nous a confié l'organisation de la ville, fête de la musique de toute la ville. D'accord. Ce qui, avant, le faisait dans le quartier. Et on cherchait des artistes grand public, à faire avec les groupes régionaux. Et on a pensé à ce groupe-là à nouveau, qui sont revenus à Lille pour nous. Et comme on pouvait pas les payer, il a fallu trouver d'autres dates. Je me suis débrouillé. On a trouvé, comme c'était un lundi, la fête de la musique, j'ai réussi à faire 3 dates en plus dans les mairies alentours. Et ils ont dormi à la maison, etc. Donc, du coup, j'ai sympathisé. Et voilà, je suis parti dans l'aventure quelques mois après.
D'accord. Et quelles étaient les études que tu faisais en parallèle, du coup? Éducateur spécialisé. Ah ouais, donc zéro lien. Quoique. Bah, quoique, ça dépend de quel point de vue. La psychologie, la pédagogie, c'est pas inutile pour Absolument. pas mal de choses. J'imagine, c'est pour ça le quoique. Oui, oui. Mais du coup, puisque tu étais pas, enfin, tu étudiais pas du tout le milieu, l'industrie musicale, le fonctionnement, Non. est-ce que tu avais des mentors? Comment est-ce que tu t'es formé? Oh ben, c'est difficile de parler de mentor exactement, mais c'est sûr qu'en côtoyant les gens, déjà en région, les salles de concert, les programmateurs, les autres personnes qui étaient actifs dans la musique, voilà, que ça veut mettre un bar-concert, on côtoie forcément des gens qui partagent les mêmes envies ou les mêmes passions, Mmh. et on apprend déjà énormément, quoi. Je pense pas Ouais, que, en plus à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation vraiment liée à la musique au sens général. Aujourd'hui, on a des diplômes, on a des formations qui sont vraiment dans la filière musicale, oui. ce qui n'était pas le cas à l'époque, quoi. Même quand j'ai monté ma boîte de booking en 2003, on m'a dit, mais non, mais t'es à Lille, c'est mort. Si t'es pas à Paris, tu n'y arriveras jamais, quoi. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais je vais appeler les gens au téléphone. Ils sont pas censés savoir où je me trouve, quoi. Peu C'est importe vrai. d'ailleurs où je me trouve quelque part. Mmh. Donc, ça m'a pas freiné. Et puis, on m'a dit aussi, des salles de concert, il y en aura de moins en moins, ce qui était complètement le contraire. Donc, franchement, j'ai eu des gens qui se sont trompés. mais, mais tant mieux pour moi. Et en même temps, en ratissant justement les appels dans toute la France et même ailleurs, ben, on tombe sur des gens passionnés, des gens passionnants. Et quelque part, au départ, ils démarrent leur activité d'organisation de concert avec des bouts de ficelle. Puis, quelques mois ou quelques années après, ils se retrouvent à la tête de la salle de la ville qui a un vrai équipement, qui a un vrai budget, qui a une vraie équipe. Et du coup, bah, forcément, on suit le mouvement, on monte en grade aussi Bien sûr. vis-à-vis de ce qu'on peut faire, en même temps que les gens qu'on a connus depuis le départ. Donc voilà, il y a une sorte des vases communicants comme ça. Puis, bon, je sais plus, à l'époque, j'ai monté ma boîte, il y avait d'autres boîtes de booking qui se montaient à peu près au même moment, on s'appelait entre nous, mais comment t'as fait pour le cabis, et comment t'as fait pour les licences d'entrepreneur en spectacle, et comment ci, et comment ça, et se refiler des opportunités, des plans, enfin voilà. Et des outils qu'on m'avait donnés au départ, en me disant, bah, nous, on fait comme ça, on a un classeur, on a toutes les salles à qui on a envoyé nos cassettes, parce qu'à l'époque, on avait des cassettes. Oui. Et donc, il suffit juste de les relancer, et tu notes au fur et à mesure ce qu'on t'a dit, quoi. Bon, D'accord. voilà, après est arrivé l'informatique, est arrivé Internet beaucoup plus tard, mais moi, j'ai un peu arrêté au moment où c'était beaucoup plus facile de démarcher quelque part parce que tout était sur en ligne. Oui. Mais, euh, mais en même temps, je pense que ce qui n'a pas changé, c'est le rapport humain. Si on est en relation avec les gens, si on échange avec les gens, on sait déjà ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent faire, et on Mmh. trouve des solutions ou pas tout de suite. C'est pas non plus des choses immédiates. Mais il y a un vrai échange qui se crée, et c'est aussi comme ça qu'on apprend, je pense. Et Bien sûr. ça reste toujours un fil rouge. À aucun moment tu t'es dit, «Dans quoi je suis en train de m'embarquer? J'ai une asso, je monte une société», ça coulait de source? C'était non pas simple, parce que c'est pas simple de se lancer, de monter une entreprise et que ce soit vraiment, professionnel, professionnalisant, mais tu y allais tout seul, en te faisant confiance, sans trop flipper? Ouais, non, sans trop flipper. Non, mais je pense qu'à l'analyse avec le temps, je me dis, bon, j'avais un diplôme d'état d'éducateur spécialisé, j'avais déjà des offres de boulot, donc j'étais pas en danger en me disant, D'accord. si demain je me plante dans mon choix, qu'est-ce que je fais après? Je Mmh. me disais, bon, bah, au moins j'aurais j'aurais possibilité d'aller bosser. Si jamais je peux pas faire autrement, j'aurais quand même un travail. Mmh. Donc je pense que ça m'a donné confiance en moi. D'accord. Et puis après, j'étais quand même, voilà, je suis parti avec des artistes qui avaient monté leur boîte, quoi. Donc quelque part, au-delà de la prise de risque, j'avais des gens qui avaient déjà pris des risques et Oui, qui me faisaient confiance. Donc c'est aussi très motivant, très structurant. Ils me donnaient les rênes de leur boutique, quoi, quelque part. C'était bien quand même sûr. assez incroyable. Alors qu'on se connaissait pas depuis très très longtemps. Ils avaient juste senti peut-être un potentiel, ou en tout cas la relation humaine était bonne, et ils ont fait confiance. Et c'était plutôt chouette, hein. Et Mmh. puis après, non, après, ouais, j'avais jamais monté de société avant, hein. Même si j'avais une asso, on avait 60 bénévoles et beaucoup d'activités. Malgré tout, monter une société, C'est c'était pas ce différent. que j'avais déjà fait, quoi. Donc, bah, j'ai fait une formation de création d'entreprise, hein. J'ai démarré par le b.a.-ba. Mmh. Je me suis dit, bah, j'ai jamais fait de gestion ni de compta, donc il va falloir me former. Et puis, ben ça, ces formations sont pas mal parce que ça permet aussi de structurer son projet. Mmh. Même si les gens connaissent pas notre activité, ils ont quand même sur la partie entreprise, en tout cas, des notions qu'on est obligé
d'intégrer, quoi, d'analyser pour voir si on est dans le bon cap ou s'il faut rectifier des trucs, quoi. Bien sûr. Donc c'est super structurant, voilà, et puis ça continue à donner confiance en soi. Mmh. Voilà. Après, on le sait tous, la musique, il n'y a pas de recette, hein. On peut pas dire demain, je vais choisir tel artiste et ça va être le carton de l'année. On n'en sait rien à l'avance. Après, dans le parcours, bon, j'avais déjà un artiste qui me faisait confiance, qui tournait un petit peu, donc Mmh. j'ai augmenté le nombre de concerts, le nombre de choses. Je les ai accompagnés sur 4 albums aussi, donc j'ai appris Pas la mal. production phonographique, j'ai appris les dépôts des œuvres à la SACEM au départ, puis après réclamer les droits. Enfin, c'est toujours de fil en aiguille, en fait. D'accord. Et dans les premiers artistes qu'on a eu dans le catalogue de Booking, on a eu un très gros succès dès le départ, donc ça nous a permis à la fois d'être connus très vite et en même temps de se confronter tout de suite à des grosses marques en face, quoi. On travaille tout de suite avec des majors et des choses comme ça, tout en étant indé complètement, quoi. Donc Mmh. c'était assez formateur également et assez valorisant quelque part. Parce Bien qu'on sûr. c'est pas parce qu'on était débutant qu'on était nul, quoi. Au contraire, Mmh. on était fraîche, on était frais. Frais. Non, mais on Tu encore apportait, usé, ça allait. mais les gens qui démarrent quelque chose, je pense, sont toujours frais, quoi, parce qu'ils arrivent avec une partie d'utopie, quoi, C'est ça. et puis beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie, beaucoup de. Voilà, moi, à l'époque, quand j'ai monté la boîte, j'avais 2 artistes, hein. Je manageais un groupe qui était plus amateur que les Barking Dogs, mais tu dis, c'est cool, j'ai 2 groupes, c'est bon, je vais vivre de ça, avec 2 artistes. Je me mettais le doigt dans l'œil, évidemment, mais voilà, c'était ça le punch du départ, c'est de dire ouais, c'est bon, j'ai 2 artistes, je vais y aller. Et puis après, on apprend. Bien sûr. On apprend, on structure, voilà, on développe. En parlant d'apprentissage, est-ce que tu aurais en tête une de tes plus grosses erreurs, ou en tout cas tu dis mais mince, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Bonne question. Bonne question, je sais pas. Là, il fallait me préparer un petit peu avant pour réfléchir. J'aurais dû t'envoyer un message. Alors, réfléchis à la plus grosse erreur que tu aies pu faire, la plus grosse boulette de ton parcours. Ouais, peut-être certains artistes que j'ai pas pris ou pas cru, enfin, c'est même pas ça, c'est plus des projets auxquels je ne pensais pas être le bon partenaire, on va dire. D'accord. Donc j'ai décliné en fait la possibilité de travailler, puis derrière les artistes font un succès phénoménal. Et puis, Aïe. je me dis tiens, c'est dommage, j'aurais pu. Et tu as un nom à citer? Oh, dans les plus connus, il y avait Brigitte par exemple, Ah oui, le duo. ouais, excellent duo. C'était le mari d'une d'entre elles qui me l'avait proposé en me disant ouais, ma femme fait de la musique, tu veux pas regarder? Ah, J'avais écouté le truc, je dis voilà, je sais pas comment je vais embarquer dans l'histoire. J'ai préféré décliner plutôt que de faire une bêtise en fait. ouais. Et peut-être que si j'étais parti, peut-être qu'elles n'auraient pas du tout eu la carrière qu'elles ont eue, hein. Mmh. Ça se trouve. Non, mais faut voir les deux Oui, bien côtés. sûr. Mmh. On n'est pas forcément toujours la bonne personne pour un projet, et surtout artistique, quoi. Mmh. Voilà, l'osmose s'est fait à l'époque, j'ai trouvé le bon entourage, la bonne maison de disques, tout s'est bien passé, et tant mieux pour elle, quoi. Mmh. Voilà. J'espère que c'est à l'inverse, c'est pas, ça s'est pas fait pour des gens qui accompagnent et qui n'ont pas eu de résultat, mais non, mais après, c'est une alchimie, je pense, voilà. Mais Mmh. c'est pas des boulets, enfin, c'est des choix. C'est Oui, comme une bien salle de sûr. concert. On a tous ça dans l'histoire, celui qui a refusé Nirvana ou je sais pas quoi, C'est clair. quelle boulette, mais bon, on le fait aussi avec ses choix, ses convictions à soi, au moment où on les a, hein. C'est facile de clair. le dire après, c'est dommage. Donc, ouais, des boulettes, je sais pas. Non, je sais pas, peut-être des choses aussi, j'ai plutôt tendance à être hyper transparent sur ce que je fais, en bien ou en mal, hein. Mmh. Enfin, les choses qui se passent bien, les choses qui se passent mal, et je me suis rendu compte que bon, les gens préfèrent entendre plutôt des bonnes nouvelles que des mauvaises, quoi. Ouais, Donc peut-être la boulette à un moment quand les choses étaient un peu plus difficiles, c'était de dire bah c'est difficile. Du coup, il y a des gens qui ont quitté le navire parce que OK. pensaient qu'il allait en naufrage, quoi. Ce qui Mmh. n'a pas été le cas. Mais je préférais être transparent en tout cas. Donc il y a des D'accord. artistes qui quittaient ce truc-là. Peut-être la plus grosse boulette parce que c'était pas une période facile humainement à vivre, de voir des gens partir juste parce qu'ils avaient peur qu'éventuellement, peut-être, il y ait un Ouais. trou dans la coque, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ma grand-mère disait toujours, il vaut mieux faire envie que pitié. Voilà, Ah oui, j'aime bien ce précepte. oui, oui, oui. Et c'est simple et très clair. Exactement. L'humain est comme ça, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Selon toi, quel est l'un de tes plus grands succès, gros succès, ou en tout cas réussite? Bah, je crois que j'ai mon cas d'école. Parce que après les Barking Dogs, en fait,
la question s'est posée à moi parce que déjà le groupe à côté dont je m'occupais n'a pas une immense grosse carrière. J'ai réussi à financer leur album, j'ai réussi à faire des dates, mais ça n'a pas été un succès public, on va dire, énorme. C'est un groupe de punk rock en même temps, donc pas forcément facile d'aller en radio, même si on a eu à l'époque un peu de trucs marrants. Et donc je voulais partir d'un projet de zéro, me dire tiens, est-ce que je suis capable en partant de zéro à amener à un artiste quelque chose. Donc dans ma région, à l'époque, je me suis engagé sur un projet qui a dû faire 7-8 concerts à tout casser. J'ai dû en trouver la moitié déjà. Et j'ai été les voir le jour où ils n'ont pas eu la sélection du Printemps de Bourges. J'étais voir dans les loges, parce qu'ils étaient déjà venus me voir pour me demander de m'occuper d'eux. Et j'aurais proposé mes services ce jour-là en disant si vous êtes partant pour l'année prochaine pour jouer au Printemps de Bourges, alors venez dans mon bureau demain et je vous manage. Énorme. C'est parti un peu comme ça. Et en fait, ça a été mon cas d'école parce que j'ai eu un peu. Alors, c'était leur premier projet, ils avaient une vingtaine d'années. C'était un projet techno, j'avais jamais fait de techno. Donc, c'était un peu les Prodigy français de l'époque, ça s'appelait Useless. D'accord. Et j'ai eu tout ce je pense qu'on peut espérer pour un projet, c'est-à-dire des financements régionaux, de subventions, etc. Des financements nationaux, on a eu le FAIR, on a signé en major, on a eu, enfin voilà, je pense que j'ai levé beaucoup d'argent. Ça n'a pas été un succès commercial derrière, mais le groupe a tourné pendant 4 ans dans toute l'Europe. Et ils ont vécu de ça. On a monté un studio, ils habitaient à 6 dedans. Et je suis un peu l'artisan de ça. Et donc, pour moi, c'est mon cas d'école, quoi. Et même encore aujourd'hui, quand on m'associe à cette histoire-là, ça me fait plaisir. Bon, c'est pas tout le monde, il faut être un peu âgé, mais ça fait partie du truc. Et ça, je pense que ça a façonné, on va dire, en tout cas, au minimum, mon carnet d'adresses et mes relations avec les gens, parce qu'ils m'ont associé à cette histoire et ces résultats. Et ça me sert toujours aujourd'hui comme clé. Et puis après, en succès commercial, j'ai eu un succès en 2004 avec un artiste canadien, Camaro. On était numéro 1 dans 17 pays avec son premier single. Donc forcément, là, d'un point de vue image, c'était plutôt... c'est toujours, clair. En tout cas, valorisant aussi. Bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Bah, je t'ai demandé ta réussite selon toi, ta fierté. C'était très clair, c'est très bien. J'aimerais savoir, parce que tu fais plein de choses, alors tu as eu un parcours diversifié où tu as touché un peu à tout. Aujourd'hui, comment se déroulent tes journées ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Bonne question. Ça dépend quelle journée déjà. Okay. Bon, déjà, quand je suis au bureau à Lille, je travaille avec mon équipe sur les différents projets où on est engagé en tant qu'éditeur dans la plupart des cas. Donc, on est toujours quand même dans du développement de carrière d'un côté parce qu'on va prendre des jeunes artistes ou des jeunes auteurs-compositeurs et on va essayer de trouver des solutions pour que l'économie puisse rentrer et leur permettre de continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire. On a des projets plus aboutis ou plus en phase suivante où il faut entretenir tout ça, développer aussi l'international. On travaille toujours sur tout ce qui est placement aussi, synchro. D'accord. Depuis quelques temps, on a repris le chemin de faire de la coécriture et de monter des sessions, ou en tout cas de profiter d'opportunités où on peut se faire rencontrer des créateurs et susciter des écritures et de solliciter aussi des gens à nous contacter pour qu'on leur propose des musiques ou des chansons. Donc ça, c'est un petit peu le fer de lance en ce moment. J'ai une journée depuis septembre à la SACEM, tous les mardis. Parce que je suis élu à la commission des programmes. J'ai signé pour 3 ans, donc tous les mardis, a priori, sont dédiés à ma journée SACEM. Et qu'est-ce que vous faites ? On est une interface entre le service des salariés de la SACEM qui valident les programmes des télés et des radios, et de l'autre côté, les auteurs ou les compositeurs qui soit réclament plus de droits ou une valorisation de leurs droits ou de leur création. Donc on est un petit peu juge on est 3 auteurs, 3 compositeurs, 3 éditeurs à décider et à écouter. On peut écouter toutes les émissions. À la seconde près, on peut retomber sur le titre ou sur l'extrait qu'on cherche. On peut analyser une émission complète pour savoir s'il y a vraiment des sketchs, par exemple, qui sont réclamés par un auteur. Enfin, c'est assez varié et intéressant parce que c'est aussi c'est des discussions croisées.
Mmh. Voilà. Après, je bouge beaucoup à l'étranger ou en France. Mmh. Je peux aller sur des festivals, je peux aller sur des salons. La semaine dernière, j'étais au BIS de Nantes, Mmh. qui est plus un salon pour le spectacle vivant, quoi. Donc organisateur, tourneur. Mais bon, c'est aussi notre rôle de chercher les partenaires qui manquent sur un projet. Donc Oui. on est amené à motiver un tourneur ou à chercher des opportunités de collaboration avec des partenaires. Et puis dans un salon professionnel, on va croiser forcément des collègues ou des gens que de toute façon on savait qu'ils étaient là et qui peuvent faire avancer aussi nos affaires ou nos artistes. Bien sûr, pour Donc c'est cultiver ton ça, donc réseau. il y en a plein. Voilà, il y en a toute l'année. Il n'y a pas que le Midem, mais il y en a toute Mmh. l'année. Aujourd'hui, en France, il y en a plusieurs en tout cas. Mais il y en a aussi à l'étranger. Oui. Donc des fois spécialisés. J'ai été l'année dernière, par exemple, à Los Angeles, à la Sync Up. C'est une journée, c'est juste une journée, mais c'est hyper riche. On rencontre tous les music supervisors qui cherchent de la musique pour les films, les séries télé américaines. Donc c'est un rendez-vous annuel. Ça permet de se revoir parce qu'on se parle toute l'année par mail interposé ou par téléphone. Là, Mmh. c'est l'opportunité de se voir, même si En c'est une vrai? journée, voilà, en vrai, d'échanger sur les projets du moment, de donner nos nouveautés, nos nouveaux modèles de fonctionnement, etc., etc., de créer de nouveaux contacts aussi, parce qu'il y a Mmh. toujours des nouveaux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? La semaine prochaine, je suis invité en Slovénie pour un festival aussi, donc il y a des rencontres professionnelles, Génial. on donne de moi, je dois parler, je pense, dans un code, enfin, je suis sur un panel, je pense que je vais parler des droits d'auteur. C'est Mmh. comme et ça prend du temps, mais c'est intéressant parce que si on rencontre, j'étais pour la première fois en Afrique en novembre, j'étais invité au Ghana pour parler justement des droits internationaux, des droits d'auteur. Mmh. Et c'est super intéressant parce que c'est un moment que je regarde l'Afrique, je ne sais pas par quel bout l'apprendre, c'est tellement grand, il y a tellement de pays. C'est clair. Et du coup, là, c'était l'opportunité, voilà, d'y aller pour une première fois, de rencontrer des gens de notre métier, de voir un peu si les marchés sont identiques, différents, comment ça fonctionne, etc. Donc, c'est toujours très, très formateur aussi. Oui, Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est pas une journée, mais c'est des fois plusieurs jours entre le voyage bien et sûr. les rencontres, etc. Après, bon, voilà, tous les jours, on répond aux mails, on gère des dossiers. Ce week-end, j'ai dû signer 2 contrats. c'est Ah oui. c'est la vie. Et qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans tout ça? Bah, je crois que le fil rouge, c'est de travailler avec des gens, Ouais. d'échanger avec des personnes sur des projets communs et trouver des solutions. Mmh. Après, je sais pas, j'aime bien négocier. J'aime bien D'accord, stratégiquement négocier, en fait. d'accord. Cette partie-là me plaît beaucoup parce que c'est un jeu et en même temps, voilà, ça fait appel à plein de compétences et Mmh. plein de jeux de discours. Ah non, c'est un côté intéressant. C'est pas D'accord. que ça, mais c'est Oui, intéressant. d'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le moins faire du coup? Compta. Oh, bah, voilà, c'est comme tous les. On le fait, hein, on est obligé. Oui, c'est ça. Mais ouais, il y a une partie comme ça administrative. Mais bon, j'ai Mmh. la chance d'avoir des collaborateurs pour m'assister, on va dire, sur ça, d'avoir un comptable. Mais bon, ça, on reste quand même à la manœuvre pour donner Bien sûr. les arbitrages et organiser tout ça. Ouais. C'est pas la partie la OK. plus rigolote. Non, 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 je sais. Je sais. Et j'ai pas encore la chance d'avoir des collaborateurs, hein, moi, sur ce point. Donc Ça va voilà. venir. Ouais, on espère, on travaille pour. Ouais, je te le souhaite. Merci. Et sinon, comment est-ce que tu travailles ton réseau? Comment est-ce que tu l'as, cultivé au départ et comment aujourd'hui est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que c'est toi qui vas à la rencontre des gens ou est-ce que tu reçois plus de demandes de contact? Comment ça se passe? Bon, j'ai pas fait les comptes, mais je pense que c'est kiff, quoi. Je pense Mmh. qu'il y a autant de gens qui cherchent à rentrer en contact que nous, on fait la même démarche, quoi. Mmh. C'est le jeu aussi du métier. Et puis, c'est pas forcément qu'on va vers des gens connus ou moins connus. C'est surtout les opportunités, des connexions qui peuvent se créer entre deux structures ou deux équipes ou deux personnes. Et ça, des fois, eh ben, on ne le sait pas à l'avance. C'est en rencontrant les personnes qu'on se dit, tiens, on a peut-être des choses qu'on pourrait faire ensemble, quoi. Mmh. Et c'est ce que j'aime bien dans ce métier, hein, globalement, dans la filière. C'est-à-dire que j'ai été tourneur, manager, aujourd'hui éditeur et parfois producteur. C'est que les échanges sont riches, quoi. Mmh. On est, bien sûr qu'il y a une sorte de compétition, mais elle
elle est pas méchante, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on se positionne sur des projets. Alors, au final, c'est un choix artistique plus qu'autre chose, hein, un choix d'équipe, un choix humain, quoi. Donc, on est là aussi pour échanger sur nos pratiques et on apprend énormément de ce que les uns et les autres font. On n'a forcément pas tout développé de A à Z. Et le fait de pouvoir prendre le téléphone et appeler un collègue qui, lui, a plus développé cet aspect-là, parce que quand ça se présente pour nous, on a peur de faire des bêtises, donc on va appeler quelqu'un qui va nous expliquer comment lui il ferait. Après, à nous de décider. Bien sûr. Ça c'est vraiment la partie que j'apprécie vraiment dans notre filière, c'est qu'il y a un vrai échange, pas de compétences, hein, d'information, quoi. Oui. L'info fait la force. Après, moi, c'est vrai que je me suis impliqué institutionnellement depuis quelques années là, je parlais de la commission des programmes à la SACEM, je suis élu, mais je suis élu dans d'autres instances, des conseils d'administration de producteurs D'accord. ou des commissions avec les éditeurs, etc. Et c'est également très, très riche, même si c'est du temps qu'on donne bénévolement pour un groupement, un collectif. On apprend quand même aussi. Et puis voilà, on peut aussi assister sur des points qui nous sont très importants. Moi, je tiens à cœur, par exemple, de valoriser le métier des éditeurs et des producteurs de musique parce que c'est pas quelque chose que le grand public voit. Donc, forcément, toute la chaîne ne les voit pas. Le fait qu'on ait subi ces 15 dernières années une dévalorisation de l'enregistrement de musique fait toujours penser que la musique coûte rien, ce qui n'est pas vrai. Il faut bien payer les gens qui travaillent, il faut bien payer la logistique, il faut bien payer les studios, etc., etc. Et ça, personne ne les voit forcément. On voit quelqu'un qui chante sur une scène et on pense que c'est tout. Enfin, je caricature un peu ce que peuvent penser une grande partie du public, ce qui est bien sûr pas toujours le cas. Hein. Mais si on peut valoriser tout l'entourage des projets artistiques, on voit que ça représente quand même un paquet de monde derrière. C'est clair. Et que tous ces gens font des métiers de l'ombre souvent, mais avec des compétences incroyables. Voilà. Et ça c'est difficile parfois à expliquer, à valoriser. On a toujours le sketch du guitariste qui fait ses 200 dates parce qu'il est guitariste d'un artiste ou plusieurs artistes connus, et le banquier qui va lui dire mais sinon vous avez un métier. Ouais. Et des fois, mais des fois, on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'on dit, non, mais moi, j'ai dit des artistes, machin. D'accord, mais sinon, c'est quoi votre métier? C'est quoi votre sinon, travail? vous Gagnez de l'argent comment? Alors, c'est incroyable, quoi. C'est très, très particulier. Mais bon, c'est comme ça. Faut juste en tenir compte. Et justement, j'aimerais bien qu'on valorise un petit peu toutes ces actions qu'on peut mener au-delà de juste la chanson. C'est qu'il y a derrière, il y a un travail intense qui existe et qui se poursuit. Alors, qui est vital, quoi. Vu que tu es sur ce sujet-là, est-ce que tu peux m'expliquer dans les grandes lignes le rôle d'un éditeur? Pourquoi un éditeur est important dans un projet musical? Puisqu'on parle de musique, du coup. Bien sûr. Alors déjà, c'est un partenaire qui n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation, quel que soit le partenaire. Un artiste peut tout faire tout seul s'il veut. C'est justement la difficulté, c'est d'arriver à tout faire. On le voit bien, on parlait de la compta tout à l'heure, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de s'adjoindre des compétences et des relations qui permettent au minimum de gagner du temps. Je pense qu'un éditeur est assez bien passé là-dedans, parce que, encore une fois, on ne reproduit pas des recettes, c'est impossible. Mais on peut gagner du temps sur des connexions et des relations. Donc, je pense qu'un éditeur, s'il développe cette partie-là de recherche, de placement et d'entretien de son réseau, il est assez rapide pour trouver, en tout cas, des opportunités de rencontre. Après, elles fonctionnent pas, c'est autre chose, mais au moins ça. De structurer aussi. On est sur une partie un peu technique qui souvent fait un peu soit peur, soit complètement méconnue. Mais enfin, on le sait, mais on n'a pas envie de savoir, en gros. C'est ça. mais c'est toute une partie de syndrome des œillères. C'est ça. C'est un peu le traitement des données. Aujourd'hui, on parle plus facilement de métadonnées, des choses comme ça, mais ça a toujours été. Et la complexité, justement, de traiter tout cela et de pouvoir faire tomber des centimes par-ci, par-là, et de faire ça après une échelle internationale, c'est une partie technique, quoi. Et c'est vrai que c'est une expertise qui est développée par les éditeurs depuis toujours, quoi. C'est peut-être la partie, même un mauvais éditeur, s'il fait pas bien cette partie-là, il gagne pas de sous. Donc, il est mort. Donc, en règle générale, au minimum, l'éditeur fait bien la mine. Donc, après, c'est plus la transparence de son travail et le reporting, on va dire, de ce qu'il a fait, qui est parfois compliqué, mais c'est aussi une histoire de temps. Trouver la bonne manière de reporter à ses auteurs et à ses partenaires n'est pas toujours évident. C'est du temps. Et puis après, oui, c'est d'être créatif, je pense.
Ok. un peu comme un artiste, quoi. C'est de trouver des idées nouvelles, un regard nouveau sur un projet. Moi, j'ai toujours du mal à me sentir. Enfin, je me sens pas d'ailleurs directeur artistique, par exemple, Mhm. mais je veux bien donner mon avis. Ok. Et j'aime bien qu'on me le demande. Et après, qu'on en tienne compte ou Mhm. pas, je pense que ça fait partie des choix que les personnes font. Mais on a le D'être recul. Donc, impliqué. voilà, on est impliqué dans un projet, donc on a aussi la faculté d'avoir un certain recul sur un projet et de dire ah bah ça c'est peut-être pas la bonne direction, j'aurais peut-être pris cette direction-là, etc. Ou ça peut être purement artistique sur le son, sur la compo, sur des choses comme ça. Mais encore une fois, moi je suis pas musicien, hein. Je dis que je dis ce que je pense, mais sans technique non plus. La partie technique, je peux pas dire comment on joue un accord ou comment faut inverser la gamme ou je sais pas quoi. Ça je saurais pas le dire. Enfin, je veux dire. Ça sonne pas, là. C'est pas la peine, tu remballes, tu recommences. mais je pourrais pas donner une solution. Ou encourager. Je Ouais. pense que la collaboration, quelle qu'elle soit, que ce soit un artiste ou tout le reste des partenaires, c'est d'encourager tout le monde. Il faut Mhm. s'automotiver mutuellement et se donner envie d'aller plus loin encore que là où on est. Mhm. C'est un travail d'équipe, quoi. Ok. Donc, c'est de l'animation parfois, c'est du management, c'est de la réponse aussi, tout Mhm. simplement. Du Répondre, conseil. répondre, Ouais. voilà, répondre. On peut Ok. se planter, on a le droit. On a le droit d'avoir un avis aussi. Absolument. Donc on peut dire alors je vais sans doute résumer ça grossièrement, mais l'éditeur, on peut plutôt dire que c'est le manager d'une œuvre. Oui, c'est ce Euh, qu'on dit habituellement dans les formations. Après, ouais. je, je pense que en fait, dans tous ces métiers-là, éditeur en particulier, c'est un chapeau. Oui. Et il y a des grandes lignes, comme je disais, l'administration, ça fait partie du cœur du métier. On Mhm. gère des droits, donc c'est normal qu'on fasse l'administration de droits. Mhm. Maintenant, l'histoire de l'éditeur ou des gens qui composent son équipe vont beaucoup impulser sur ce qu'il va pouvoir apporter en plus, quoi. Il y en a qui sont focalisés sur de la synchro, du placement, d'autres qui vont Mhm. faire, je sais pas, de l'export, d'autres qui vont être plus attachés à certains aspects du développement d'un artiste, d'autres qui vont faire que des compositeurs de musique à l'image. Enfin, voilà. En fait, on se spécialise après, mais malgré tout, on s'appelle toujours éditeur, quoi. Mais, D'accord. euh, mais on n'est pas capable forcément de bosser sur tout et n'importe quoi. La partie admin, encore une fois, oui, parce que c'est technique et Mhm. c'est des données, c'est pas de la musique, c'est des données. Oui. Par contre, toute la partie artistique, bah, ça dépend du feeling et des compétences qu'on a dans ce domaine-là, quoi. Mhm. Je pense. Donc, c'est aussi dans le choix des partenaires des questions à se poser. D'accord. On peut Et aussi toi, s'appuyer sur quelqu'un qui est très fort en admin et prendre une autre personne pour du développement ou du placement ou des choses ok. comme ça. Ok. Et toi, tu es plutôt spécialisé dans quoi alors? Bah, moi, je viens de la scène, par Mhm. un bon passé d'organisateur et de tourneur. Donc, c'est vrai que je suis attiré par les gens qui font de la scène. Je Mhm. pense que je suis en capacité, en tout cas, de leur donner des conseils ou des avis sur ce qu'ils font sur scène. Mhm. Je me sens à l'aise avec ça, je me sens pas Ok. perdu. Euh, et je pense avoir souvent des solutions pour le développement de la scène, d'une Ok. tournée ou des dates, etc. Donc ça, cette partie-là, on va dire, elle est acquise depuis longtemps, Mhm. je pense, dans ma tête déjà. Après, j'essaye de la mettre à l'épreuve. Après, il y a des envies, c'est-à-dire des choses que je voulais faire dès que j'étais éditeur il y a 15 ans. Je voulais faire des choses que j'ai pas pu faire sur le moment parce que soit je savais pas comment m'y prendre, ça, il fallait apprendre. Et puis des choses qui me semblaient compliquées, difficiles. Et voilà, notamment, moi, je voulais tout de suite placer de la musique à l'image. Mhm. Et, euh, et en France, j'ai fait le tour des producteurs de films, des gens qui étaient aux commandes, en gros, de la musique dans l'audiovisuel. Oui. Et je me suis trouvé face à des gens qui voulaient déjà mes droits. C'est-à-dire, ils voulaient même pas écouter la musique que je leur proposais, mais tout de suite prendre mes droits. Ils Ok. me parlaient même pas du film qu'ils allaient faire. Donc, je me suis trouvé un petit peu bloqué en me disant, mais si déjà je donne mes droits, bah, j'y travaille pour rien. Oui. Voilà. Et du coup, je me suis trouvé un moment un peu perdu en me disant, mais c'est con, c'est ce que je voulais faire et ça me semble compliqué. Et en Mhm. fait, c'est ouvert quand j'ai commencé à aller dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, où là, c'était pas le même discours. On nous prenait la musique sans nous demander les droits. Et ben, Ouais. on a développé l'international, on a développé le placement international. Et puis, petit à petit, ben, avec un peu d'expérience, un peu de CV aussi, on dit, ben non, on va bosser sur telle série, tel film. Donc, vous n'allez pas nous la faire à l'envers. Hein. Si vous voulez de la musique, voilà, il faut la payer déjà. Il faut Mhm. payer le créateur, le producteur éventuellement. Et puis, on discute autrement, quoi. Alors, on apprend, en fait, aussi comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut pas se bloquer au départ. Notamment aussi, je voulais placer de la musique auprès d'interprètes. Parce que je disais,
il y a un cœur créatif, l'auteur, le compositeur, Mmh. et après il y a un interprète qui veut des chansons. Mais bon, on est dans un pays où auteur, compositeur, interprète, c'est la base pour réussir entre guillemets dans la tête des gens. Mmh. Parce que si quelqu'un n'écrit pas ses propres chansons, bah c'est pas un vrai artiste. Dans Ouais. beaucoup de propos, médias, etc. Non, mais c'est vrai. Ouais, oui, non, Et mais du oui. coup, le public se marie beaucoup avec ça et pense qu'un artiste doit être complet. Ce qui ne veut rien dire, un artiste complet en même temps. Je pense que justement, la musique, c'est un travail d'équipe. Donc, de toute Mmh. façon, que l'équipe, elle soit technique ou créative, c'est une équipe. Et tout le monde contribue à un niveau, à la conception du projet et à la création et la réussite du projet. Et pourquoi Absolument. pas, donc, du coup, l'écriture. Donc, à l'époque, ça me semblait pareil. Mais encore une fois, hein, c'était moi entièrement, dans le sens où il n'y avait pas encore les connexions, les contacts ou même le propos pour arriver à mes fins. Mmh. Et je me suis retrouvé face à des murs, en fait, qui ne s'ouvraient pas où je n'y arrivais pas. J'ai petit à petit laissé tomber ça, mais j'avais tout ça dans la tête. Et D'accord. comme je disais tout à l'heure, depuis 2-3 ans, on s'y est remis tout par accident au départ, parce qu'on a eu une opportunité, puis de fil en aiguille, puis voilà, ben, on construit le CV à nouveau sur cette base-là. On est proactif sur des sessions d'écriture. On en organise maintenant à droite à gauche dans plusieurs pays. On fait des collaborations avec d'autres éditeurs. Moi, je suis utopique. Je pense qu'aujourd'hui, l'interprète et même le producteur de musique, il a besoin des auteurs-compositeurs Mmh. de leur éditeur pour aller chercher la bonne chanson qui va leur faire du stream et de la vue et qui vont permettre de démarrer une carrière ou de l'entretenir. Donc, on arrive un petit peu à ce qu'on avait connu, je ne sais même plus à quelle époque, je n'étais pas né, mais on allait voir justement l'éditeur. Ah bonjour, j'ai une petite, là, elle s'appelle Edith, elle cherche une chanson pour son prochain récital, vous auriez pas ça dans vos cartons. Ah bah machin, mets-toi au piano, et toi, tu briques-nous un truc sur le bout de papier, là, Mmh. et puis hop, t'as une chanson qui sort du truc, et qui est prise par l'interprète, qui fait un carton derrière. C'est Euh, clair. c'est un peu, encore une fois, idéaliste, mais j'y crois beaucoup aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pu dire sur les avantages et les inconvénients de l'Internet. Ça ouvre quand même des opportunités Mmh. de création internationale, de collaboration internationale qui nous apportent à des tas de choses. Tous les jours, on est sur des dossiers où on a du mariage de musiciens, de créateurs, de compositeurs qui viennent de différents pays avec différentes influences artistiques. Et c'est gai, quoi. Mmh. C'est plaisant. On fait jamais la même chose. Et surtout, on reproduit pas ce qui existe déjà. C'est une Bah, c'est horreur. ça qui est fantastique, hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Je sais pas OK. si j'aurais encore une fois répondu bien à la Si, question. si, c'est très bien. C'est très bien. Comment est-ce que tu choisis ou non de travailler ou non avec un artiste créateur? Je pense qu'il y a le potentiel artistique, c'est évident, mais au-delà du potentiel, c'est de savoir ce qu'on va pouvoir aider, quoi. Mmh. Sur quoi on va pouvoir aider. Est-ce qu'on comprend bien le projet? Est-ce qu'on est capable d'apporter quelque chose de plus? Parce que si c'est pour rien apporter, juste être là, ça sert à rien. Mmh. Il y a quelqu'un qui va pas être content au bout d'un moment, juste d'avoir juste, ah, c'est cool, il y a un mec qui est spectateur. Cool. Mais bon, on partage quand même des revenus, donc c'est hors de question de rien faire. Mmh. Donc je pense, voilà, au-delà du potentiel artistique, c'est le potentiel tout court Mmh. de la collaboration, pas de la OK. personne. Bon, l'humain reste de toute façon au centre parce qu'on ne peut pas faire, même quelqu'un qui a énormément de potentiel artistique ou qui a même déjà du succès, s'il est imbuvable, ça va être très difficile de travailler avec lui. Ou Ouais. si le feeling ne se fait pas, tout simplement, sans parler de genre exécrable. Déjà, si les deux personnes ne s'entendent pas, ça va être très, très compliqué de Oui, travailler non, c'est ensemble, compliqué, ouais. surtout dans un domaine de création. On est quand Mmh. même, on est dans l'intimité, quoi. C'est ça. Concrètement, on s'en rend peut-être pas compte quand on démarre. Moi, quand j'ai démarré, j'ai lu mon contrat d'édition, j'ai dit waouh, waouh, c'est une super responsabilité. Mmh. Personne ne donne ses droits sur une durée longue. Oui. Ok, c'est quoi ma contrepartie? Je lui dois beaucoup, même si ça rapporte rien au départ. Hein, Mmh. et c'est un échange, faut se dire ça comme ça. Donc je dois un minimum du temps, je dois envoyer de l'énergie, je dois répondre à ses attentes. Et est-ce que j'en suis capable? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je suis en Mmh. mesure de répondre justement à ces attentes et à les anticiper quelque part? Donc tout ça fait partie ouais, pas des choix, mais d'une décision, quoi. Au-delà de l'artistique. Ça reste important, évidemment. Le talent, la création, bien sûr. Mais c'est Oui. une alchimie. C'est une alchimie plus complète. Et tu regardes aussi un petit peu le marché du moment, ce qui fonctionne, un peu les tendances, ce qui passe? Ça fait partie de ce que tu ressens dans le potentiel artistique, je Mmh. pense.
Je pense que, justement, comme je disais tout à l'heure, on essaie de ne pas reproduire l'existence. Le piège là-dedans, et on le voit, non, ça a toujours existé. Les gens qui courent après un truc qu'ils ont vu marcher d'un côté, ils veulent faire la même chose parce qu'ils pensent que ça va être plus facile. Oui, Alors que bon, ça a déjà été fait. Enfin, donc, le plus dur, non, c'est de trouver quelque chose qui n'a jamais été fait, même si au départ, personne n'y croit. oui, C'est beaucoup plus glorieux d'aller travailler un projet atypique que quelque chose qui est dans le mainstream, quoi, mmh. quelque Oui, c'est part. sûr, c'est sûr. Depuis le lancement de ta carrière, en tout cas en tant qu'éditeur, quelle est la relation, la collaboration la plus longue que tu as eue jusqu'à présent? Est-ce que tu arrives encore à travailler avec des artistes, depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Bah, ouais, j'ai des gens qui sont là depuis le départ. Hein. Enfin, on va dire depuis la période où j'ai vraiment fait que ça, c'est 2003, il y a un peu plus de 15 ans. Mmh. C'est des gens qui sont toujours là. Et pourtant, je pense, parmi les éditeurs, je suis un des rares à pas faire de contrat de préférence. C'est-à-dire, alors pour le côté technique et contractuel, un contrat de préférence, au-delà du contrat d'édition où on signe une œuvre et on partage les droits, Mmh. un contrat de préférence, c'est-à-dire qu'on engage l'auteur ou le compositeur sur une durée maximum de 5 ans. C'est-à-dire tout ce que la personne va créer sera forcément en édition chez moi. Bon, Oui, ça, je le fais pas. d'accord. Je suis plus sur un fil humain, encore une fois, de confiance. C'est bien sûr que j'ai eu des déconvenus, c'est-à-dire que les gens, dès qu'ils ont eu un succès, ils sont allés voir ailleurs. C'est la Mmh. vie. Ouais, Mais je pense pas qu'un contrat aurait changé beaucoup. On aurait dû faire une procédure pour le casser ou je sais pas quoi. ouais. Ça aurait pas été non plus une partie de joie. Donc, il y a un côté un peu libre. Alors, il y a un côté un peu aussi dangereux des deux côtés. C'est-à-dire que Mmh. moi, j'ai eu des artistes qui m'ont dit non, non, moi, je veux un contrat de préférence. Je veux être sûr que tu sois là encore pendant 5 ans à mes côtés. Et si je te dis que je serai là, mais bon, si on se connaît pas encore assez bien, on peut Bien douter, sûr. c'est normal. Donc ça fait partie du jeu, mais voilà, dans la longueur, il y a quand même plus de gens qui sont restés que des gens qui sont partis. Après, il y a des gens qui partent et qui reviennent. Hein. Oui, Ils ont été voir ailleurs, ils se sont dit, bon, en fait, je crois que c'était c'était mieux pas si avant. cool. Voilà, c'est ça. C'était mieux avant. Ou, ou le pire, c'est, t'avais raison. Bon, c'est comme ça. Et là, ça va, tu as pas trop, alors égo sans être trop péjorative, mais du coup, un artiste qui part et puis qui revient, tu l'acceptes facilement? Ça va? Ça dépend comment ça s'est passé. Ouais. Oui, j'avoue. Ça Si dépend comment ça s'est l'artiste est passé. parti, du jour au lendemain en mode, de fantôme, je m'en vais et puis tu me revois plus, puis dans 5 ans, coucou. Ouais. Ouais. Non, mais c'est comme, enfin, je sais pas, c'est de la justesse, quoi. C'est-à-dire, Oui, est-ce que les gens sont justes ou pas? Moi, enfin, je comprends qu'on aille voir ailleurs, qu'on aille, enfin, voilà. Et puis, non, le pire, c'est de se faire abuser, quoi. Les gens, des fois, on leur vend la lune, t'as beau leur dire que la lune, c'est pas possible de l'acheter, et ils vont quand même y aller, quoi. mmh. Et ça me fait mal plus qu'autre chose, Oui, parce que, entre guillemets, on perd d'un côté une collaboration, et en plus pour aller dans le mur, donc ouais, c'est double dommage, quoi, c'est clair, quelque part. c'est Mais clair. après, si derrière, bah, ça permet au projet d'exister autrement, d'avoir une autre visibilité, moi je suis content. Hein. C'est pas de la guerre. Hein. C'est pas de voilà. Ça dépend encore une fois l'investissement qu'on a mis Bien dans le sûr. projet au niveau humain et autres, quoi. Mmh. Évidemment, si c'est aussi, il y a certains projets, on fait des investissements sur la longueur et au bout d'un moment, ça commence à compter, quoi. Oui, C'est dommage de devoir partir au moment où ça commence à marcher. ouais. C'est évident, quoi. Ça, c'est injuste. Mmh. Voilà. Oui, au-delà Mais il faut de les, l'investissement financier, il y a aussi l'investissement temps qui, je c'est ça. pense, a d'autant plus de valeur, quoi. Enfin, moi, pour moi, le temps est bien plus précieux que l'argent, mais après, c'est mon point de vue. C'est ton Heu, point de vue. Tout le monde n'a pas le même point de vue et ouais. tout le monde ne le voit pas de la même façon. Mmh. Euh, Encore une fois, on est dans la musique, c'est moins dur que dans d'autres formes d'expression artistique. Mmh. Les gens sont obligés de travailler en équipe. Donc, il faut Oui. qu'ils comptent sur leur équipe. Ils sont obligés de s'appuyer sur des gens en qui ils font confiance. Et pour côtoyer voilà, des gens connus, plus on est connu, plus c'est compliqué de faire confiance. Quoi. Bien sûr. Parce qu'on n'a que des copains, quoi. Et, Ouais. euh, et donc voilà, c'est précieux et d'autant faut bien le saisir dès le départ, je pense. En Oui. termes de conseils, voilà, c'est bien saisir voilà le partenaire en qui on fait confiance. À un moment donné, faut le préserver, quoi. Bien sûr. Parce que s'il était là au départ, et s'il fait l'affaire entre guillemets, on peut toujours trouver mieux. Hein. Mmh. Mais c'est comme quand on construit une équipe. Moi, je dis toujours quelles sont les forces et les faiblesses de chacun. Oui. Parce que autant bien connaître ce qu'on sait très bien faire et ce qu'on sait très mal faire. Oui, bien Et sûr. trouver comment on remplit les cases. Mmh. Voilà.
Et c'est pour ça que le rôle d'éditeur, producteur, label, manager, etc., ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire, si derrière, quelle est la personne ou quelle est l'équipe qui fait le job et en quoi elle est bonne, en quoi elle est pas bonne. Bien sûr. Et c'est ce travail d'équipe, c'est cette coordination d'équipe qui peut arriver, avec lequel peut arriver le succès, parce qu'on a justement on se complète, quoi. Bien sûr. J'aimerais qu'on parle un peu d'un point de vue artiste, les artistes qui lancent leurs projets, qui se développent. Par exemple, la première question qui me vient, c'est: je suis un artiste, j'ai des morceaux, mais j'ai encore rien sorti. Comment est-ce que je protège mes morceaux pour les faire écouter et essayer d'avoir des collaborateurs, etc. Puisque je ne peux pas m'inscrire à la SACEM pour le moment. Qu'est-ce que je dois faire? Dans les conseils, les vieux conseils, on a toujours l'enveloppe solo, c'est-à-dire qu'on s'envoie soi-même le matériel. On l'ouvre pas évidemment quand on le reçoit. Hein. On dit pas chouette, c'est quelqu'un qui m'écrit. Non, c'est nous. Donc c'est une façon En fait, il faut prouver l'antériorité au cas où il y aurait une copie ou une utilisation de son contenu. Voilà. Aujourd'hui, il y a aussi des procédés électroniques. Il y a quelques petits sites qui existent où on peut envoyer son enregistrement, comment on appelle ça, marqué, je cherche le mot, enfin fingerprinté en anglais. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, le fichier est codé avec les informations et on peut le tracer, quoi. D'accord. Donc ça coûte pas très très cher. Ok. Et ça permet de le protéger et en tout cas de le suivre. Alors c'est plus compliqué si on fait beaucoup de titres parce que c'est autant d'investissement, quoi. Bien sûr. Donc autant rapidement avoir. Après, bon, aujourd'hui, les conditions d'accès, par exemple, à la SACEM depuis l'année dernière sont vachement réduites pour un auteur-compositeur. Il faut un titre et il faut qu'il soit exploité. Donc, vous le mettez, vous achetez éventuellement une distribution digitale, vous le mettez sur les plateformes, vous faites une copie écran et c'est bon. Hein. Ok. Voilà, vous êtes SACEM et après, vous protégez tout à la SACEM. Et 2 phases de protection à la SACEM, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de déposer le morceau définitif, vous pouvez faire un dépôt provisoire qui permet soit d'inclure plus tard d'autres collaborations dans ce titre, ou en tout cas de marquer le temps à l'époque où le titre a existé au début. D'accord. Voilà. Ok. Je suis toujours un artiste, j'ai mon projet, je le construis. À quel moment je peux aller solliciter un éditeur et qu'est-ce que ça pourrait apporter dans mon projet? Alors, comme n'importe quel partenaire, déjà un conseil de base, c'est de se renseigner sur ce que fait tel ou tel partenaire. Donc un éditeur, que fait un éditeur, bien se renseigner dans les grandes lignes, hein, je parle pas dans le détail, et après de se renseigner sur les gens vers qui on veut se tourner. Oui. Parce qu'envoyer des bouteilles à la mer à l'aveuglette, c'est pas très utile non plus. Enfin, nous, on est une toute petite boîte, on reçoit quand même des sollicitations tous les jours, et on est physiquement, c'est pas possible de tout écouter Bien sûr. dans la journée, quoi. Donc, imaginons des boîtes plus importantes, forcément, ils sont hyper sollicités. Donc, il faut bien cibler à qui on en revient au mailing, en fait. Il faut pas faire de mailing. Il faut contacter directement les personnes, ou en tout cas se rapprocher de la personne qui peut faire passer des plats. Et le voir comme des étapes aussi dans la démarche. Donc, je pense que le premier angle, c'est de savoir à qui on s'adresse et de quelle manière on s'adresse à cette personne. D'accord. Et plutôt que d'envoyer au sens éditeur, au sens éditeur du pays ou de la région, il faut peut-être en contacter 3 et savoir exactement ce qu'on attend de lui et lui expliquer rapidement le projet. Parce qu'en fait, le plus dur pour un professionnel, c'est d'arriver sur un projet et d'être le seul. Oui. Il préfère toujours être le deuxième. Donc là, on en déduit que le premier est dur à trouver. C'est ça. Mais c'est la réalité. Et même si en arrivant deuxième, on n'aime pas être plusieurs. Mais bon, c'est un autre point de vue d'un autre métier. Et donc, historiquement, l'éditeur est souvent le premier. Parce que voilà, on s'intéresse à l'œuvre, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'intéresse d'abord au potentiel de l'écriture, et même si la chanson n'est pas terminée ou même il n'y a rien vraiment de concret actuel, il n'y a pas vraiment une chanson terminée ou pas de musique terminée, on sent s'il y a un potentiel ou s'il n'y en a pas. Et c'est justement le fruit de cette collaboration qui va peut-être permettre d'aller plus loin et de concrétiser quelque chose de plus abouti. Et alors qu'une maison de disques va d'abord chercher surtout aujourd'hui, on cherche le titre qui va faire du stream ou qui a déjà fait des vues. Oui, c'est ça, la communauté, le nombre de vues, le nombre de... Oui. C'est ça. Le manager, il faut déjà qu'il ait un projet en ordre de marche parce que lui, il a un pourcentage de tous les revenus, mais s'il n'y a pas de revenus, comment il fait? Le pourcentage de zéro, c'est zéro. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui reste comme partenaire? Le distributeur, il faut déjà enregistrer, etc. Donc voilà,
normalement, l'éditeur est au début de l'action pour un auteur-compositeur, évidemment. L'interprète, c'est autre chose. Oui. Mais voilà, on est au début de l'histoire, en théorie. Mais il faut savoir ce qu'on attend de l'éditeur. Voilà. Il faut être clair sur ce qu'on attend. Je pense que plus on est clair sur ses objectifs, plus c'est facile de se positionner. Parce que si tu me dis exactement où tu veux aller, bah, je te dis si je peux y aller avec toi ou si je peux te faire aller plus vite là-bas ou pas du tout. Et personne ne perd de temps. Bien sûr. Toi, étant éditeur indépendant, tu recevais quand même des demandes tous les jours. Pour les plus grosses sociétés d'édition, ça devait être un vrai raz-de-marée permanent. Il vaut mieux, dans ces cas-là, peut-être s'orienter vers un éditeur indépendant qu'une édition genre en major. Ouais, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Pas de règle, Non, il n'y a pas de règle. Je pense qu'il faut trouver la bonne personne, le bon interlocuteur avec qui on va pouvoir collaborer. Ça peut être une grosse boîte derrière ou une petite boîte, peu importe. C'est une histoire humaine d'abord. Dans les majors, c'est sûr qu'il y a du personnel, mais en DA, ils sont pas si nombreux que ça. Faut savoir qu'en France, il y a 200 salariés dans l'édition musicale, donc on n'est pas nombreux. D'accord. Ah oui. Et après, dans les éditeurs indépendants, ils sont pas salariés. Ils sont gérants de leur boîte, ils sont pas salariés. Donc, c'est pour donner aussi qu'on est quand même plus que 200. Mais c'est la réalité, quoi. Donc, non, on est hyper sollicité parce qu'on n'est pas nombreux non plus en face. Et après, en fait, ce qui est intéressant dans l'édition, par contre, c'est qu'on peut collaborer, on peut co-éditer, on peut co-écrire. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est super intéressant dans les montages de projets. C'est qu'on peut, entre guillemets, partager pour aller plus loin, quoi. Bien sûr. Il vaut mieux un petit pourcentage de quelque chose qui marche qu'un gros pourcentage de rien. C'est ça. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. Maintenant, il faut partager à bon escient et avec des gens qui font vraiment avancer le schmilblick, quoi. Et c'est pas forcément au démarrage de l'action, c'est peut-être à un moment donné où c'est nécessaire. On peut très bien avoir une collaboration avec une structure réduite et monter en gamme au moment opportun parce qu'on a besoin de moyens supplémentaires, on a besoin d'une équipe plus grande, on a besoin d'un nom, des fois, qui permet d'ouvrir les portes, quoi. Bien sûr. Ça, c'est des choses, par exemple, j'avais sous-estimé complètement. C'est le nom de la boîte alors, c'est pas connu du grand public, une boîte d'édition encore moins, quoi. Mais on se rend compte quand même que, voilà, un tel signé chez un tel, ça permet d'ouvrir certaines portes. Oui. Donc ça, quand on a conscience de ça, c'est un plus aussi. Donc on n'a pas forcément un résultat direct d'un travail immédiat sur son projet, mais on bénéficie d'une image de marque, on bénéficie d'un historique quelque part qui permet d'aller parfois plus vite, quoi. C'est ça. Ou tout dépend de l'image de marque qui est associée. Ou le contraire. C'est ça. c'est vrai, j'y avais pas pensé. Soit l'un, soit l'autre. Mais oui, bien sûr. Tu peux être associé à une bonne société, à un bon nom, parce que la personne est quelqu'un de confiance et les gens savent que c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, que c'est un bosseur, etc., etc. Mais tout le contraire aussi. Complètement. Et puis la perception, elle n'est pas forcément la même non plus pour tout le monde. Donc c'est très, très particulier aussi comme ça. Les gens qui pensent le contraire d'autres personnes. Ça dépend en fait, de la relation qu'on a eue préalablement avec d'autres. Absolument. C'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure, j'ai relu le contrat et l'engagement est très long avec un auteur-compositeur, mais du coup, le travail aussi est très long. C'est-à-dire que quand on a des titres à vie, on va dire ça comme ça, le travail, il dure toute la vie sur le titre, dans la mesure du possible, évidemment, mais la responsabilité est toujours là. Que ça soit un titre visible ou pas visible, on a quand même le titre en catalogue et on espère tous générer des revenus, le placer, qu'il ait une utilisation, même une vie. Moi, j'ai les Barking Dogs, quand je les appelle, même si c'est un documentaire, on a pris 20 secondes dans un documentaire. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars? Et la première réponse, c'est il y a encore quelqu'un qui aime ma chanson, c'est génial. Merci de lui avoir fait écouter. Tu vois, on n'est pas dans des considérations financières ou de carrière. On est d'abord, j'ai écrit une chanson il y a 20 ans, 25 ans, et il y a encore quelqu'un qui la veut. Et ça, déjà, c'est énorme. Donc, je pense que la mission, elle est là, c'est d'arriver, dans la mesure du possible, évidemment, à faire écouter, réécouter des musiques. Voilà, moi, j'ai des titres dans mon catalogue, je me disais, pourquoi ça n'a pas cartonné? Peut-être que ça le fera un jour. Bien sûr. Pourquoi pas? Et est-ce que tu peux nous rappeler la durée dans laquelle tu as les droits de l'œuvre? Les éditions, pardon. Alors, moi, je signe pour la durée de vie des droits d'auteur. Donc, en France, on est à 70 ans après le décès du dernier auteur de l'œuvre.
C'est long. Donc ça peut faire long. Voilà. Mmh. Dans d'autres pays, c'est pas tout à fait le cas. D'accord. Et même dans les usages aussi, il y a des usages différents. C'est-à-dire qu'il peut y avoir cette clause-là, mais elle est pas systématique ou elle n'est pas d'usage. Il faut savoir qu'il y a 3 choses à négocier dans un contrat d'édition. A contrario, le contrat d'édition en France est le même quel que soit l'éditeur. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de prendre un avocat, il y a juste à négocier 3 choses qui sont le territoire. On n'est pas obligé de signer pour l'univers entier et la Lune. Mmh. On peut signer juste pour la Belgique ou Andorre. Mmh. Bon, on va pas trouver grand monde, mais c'est possible. euh, la durée de vie du contrat, et pas Mmh. forcément justement à vie. Elle peut être limitée dans le temps, mais c'est juste après dans les usages. Nous, dans notre cas, par exemple, mon argument entre guillemets que je donne, c'est que voilà, aujourd'hui, on place plus des musiques dans des films pour 30 ans. On doit donner les droits à vie, quoi, illimités. Donc, si par exemple, un compositeur m'a donné ses droits pour 20 ans, ben, je peux pas proposer sa musique, quoi, quelque part. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je le représente? Bien Parce que sûr. je vais être bloqué, je vais jamais pouvoir proposer. Et au bout d'un moment, il dit, bah, tu fais rien pour moi, tu proposes jamais la musique. Oui. Je peux pas. Je peux pas me demander des droits à vie. Mmh. Je te propose et que le mec il me prend, je suis bien embêté. C'est clair. Voilà. Et le troisième point à négocier, aujourd'hui, ça vaut rien, c'est les droits phono, en fait. Donc, c'est les Mmh. droits mécaniques, mais juste sur la partie phono. Le reste, c'est statutaire. Dès qu'on est D'accord. SACEM, il y a un tiers des droits d'exécution qui vont à l'éditeur et 50% des droits mécaniques, mais hors phono. Et les droits phono sont négociables. Bon, évidemment, tous les éditeurs essaient d'avoir 50%, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, ça vaut rien. Enfin, je veux dire, on fait très peu de pressage, donc ça représente pas beaucoup de droits. D'accord. Voilà. Après, on peut se battre sur la durée ou les territoires, hein, c'est évident. Moi, je pense que les territoires, avant tout, parce Mmh. que, mais encore une fois, voilà, si on peut être en France et placer des trucs à l'étranger dans un film, et on est obligé de filer le monde. Donc, si on a juste la France et la Suisse, ça va être un peu compliqué. Oui, c'est limitant. Voilà, c'est limitant. Donc, c'est plus ça. Il faut voir comment, encore une fois, le partenaire travaille. Moi, des fois, ça nous arrive d'étudier des possibilités de collaboration avec d'autres partenaires. Mais si le partenaire est juste présent en France et ne va travailler le projet qu'en France, il y a hors de question qu'on partage, par exemple, sur le monde, Mmh. puisqu'il va Bien travailler sûr. que sur un territoire. Ça peut être le cas. Bon, c'est un peu ce qu'on fait nous avec nos sous-éditeurs. On leur confie la gestion de nos droits dans leur pays Mmh. et ils touchent un pourcentage des droits de leur pays à eux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un éditeur, après, c'est une monnaie d'échange, les droits d'édition. Bien sûr qu'il a une partie des droits qui sont de l'œuvre, mais il peut entre guillemets en faire une monnaie d'échange pour trouver des partenaires sur le projet, pour accompagner. Je parlais des sous-éditeurs, forcément on donne un pourcentage des éditions, mais pas de la part auteur. On touche jamais Mmh. à la part auteur. On Mmh. touche qu'à la part édition, et c'est cette partie-là qui nous permet d'inclure des participations, des collaborations, des partenariats Bien dans les sûr. projets. Voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner pour un artiste créateur qui développe son projet? C'est difficile de dire par quel bout commencer, mais Ouais. moi, enfin, faut se frotter à des professionnels. Donc, peut-être aller dans des festivals ou des lieux où il y a des professionnels et puis poser des questions. Mmh. Bien sûr. Essayer d'être là où ils sont. Enfin, j'ai jamais vu personne mordre un artiste. Pas encore. Enfin, de mémoire, hein, mais peut-être Ouais. c'est arrivé. Mais non, mais d'être dans l'échange, quoi. Voir même d'autres artistes. Si on a la chance dans sa vie, dans sa région, de connaître des gens qui ont travaillé avec des partenaires, pas forcément qui ont eu un succès, mais d'aller leur poser des bêtes questions. T'as fait comment, etc. Et d'en tirer des enseignements. Mmh. Je pense que c'est la base. Déjà de regarder un peu ce qui se passe autour Bien sûr. et de voir comment les autres ont pu faire. Encore une fois, on peut pas faire de recettes, mais au moins on peut s'inspirer des choses à faire et à pas Mmh. faire. Par contre, voilà, si vous contactez des professionnels, il faut toujours s'adresser à eux personnellement, quoi. Pas faire des mails de masse. Oui. Bonjour, je vous envoie ma musique qui est géniale. Je cherche tout, un éditeur, un manager, un tourneur, un producteur. Ouais. Non, vous adressez à un éditeur, vous parlez à un éditeur, vous cherchez un manager, vous parlez à un manager, etc. Mmh. C'est des petites erreurs. Mais bon, après, encore une fois, il n'y a rien personne n'explique ça. Mais je veux dire, de l'autre côté, quand on reçoit ce genre de demande, c'est toujours un peu. Bien Enfin, sûr. c'est anonyme, quoi, quelque part. Donc, quelque part, c'est une raison de plus pour pas répondre rapidement, voire pas répondre du tout. Alors le b.a-ba, c'est effectivement le mail avec le nom, de la personne à qui on s'adresse, déjà. Mmh. Des liens d'écoute, de qualité, des bonnes maquettes. Oui. Pas des trucs enregistrés dictaphone, sur des trucs bizarres, inaudibles.
Non, enfin des trucs ouais, qui donnent envie. Hein. Oui, voilà. Encore une fois, je Ok. reviens à ma grand-mère, il vaut mieux donner envie de pitié. C'est clair. Encore. Donc, dans l'idéal, plus le démarchage est de qualité, avec le matériel qu'on a, si on a du visuel, du son, des trucs, évidemment, j'entends ce qu'on va me dire. Oui, mais tu as dit tout à l'heure que c'était pas grave si c'était pas terminé, mais oui, mais si on a aujourd'hui avec les home studios, avec les opportunités qu'on a aussi localement, des fois, d'enregistrer ou d'être accompagné, il y a quand même en région, en France en tout cas, on est aidé, quoi. On a énormément de choses en région qui permettent d'enregistrer à moindre frais, d'être accompagné par une salle, par des Bien sûr. professionnels locaux qui font leur part du truc, qui peut-être qui sont pas connectés au marché, mais qui peuvent permettre de faire une maquette dans de bonnes conditions, qui permettent de faire, je sais pas, du visuel, une vidéo. Voilà. Par contre, ne mettez jamais les choses en vente sans entourage, quoi. Il faut au minimum s'entourer. Personne ne vous attend, donc il n'y a pas Oui, le feu. Hein. c'est Le clair. titre est fini, qu'il faut le sortir vendredi. Faut peut-être prévenir les gens avant, quoi. Ouais, complètement. C'est pas facile à entendre des fois par les créateurs parce qu'il sort le nez de son projet et tout de suite il veut le montrer à tout le monde, ce qui est normal. Mais le meilleur conseil, c'est ça, c'est de l'accompagner à le faire au bon moment et avec tout ce qu'il faut en amont pour le sortir. C'est pas parce que c'est digital techniquement faisable de mettre tout en plateforme en 48 heures Qu'il faut le faire. Qu'il faut le faire. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Non, Sauf succès par ailleurs, radio, télé ou autre. Oui. Ça, c'est différent. Tu réponds à une urgence, mais à l'inverse, quand personne ne t'attend, prends le temps. Absolument. Prends le temps. C'est pas parce qu'il y a des mois en plus que ça va rater le truc. Quoi. Alors, prendre le temps, ok, mais ne pas juste attendre sans rien faire. Il faut aussi être proactif et toujours être dans l'action, en tout cas, pour pas juste attendre. Non, c'est ça. Il faut à la fois se documenter, s'informer sur les gens qui travaillent dans ces métiers-là, trouver les bons, ou en tout cas, même si c'est sur le papier, hein, trouver les bonnes personnes, avoir des objectifs comme ça. Mais c'est un peu comme ceux qui écrivent des chansons. C'est difficile de conseiller en fait à quelqu'un qui écrit des chansons parce que soit il fait plein de chansons et après on essaye de les placer auprès d'un interprète, ou est-ce qu'on écrit sur mesure sur un interprète qui veut ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut, pardon. Oui. Voilà, moi je dirais c'est les deux. Parce que autant il faut écrire et composer régulièrement pour s'entraîner, pour trouver des idées, pour machin, ce sera toujours un terreau intéressant le jour où il faudra écrire sur mesure. Et en même temps, il faut toujours aussi avoir quelque chose à faire écouter pour montrer ce qu'on sait faire. Donc, alors, pareil, bon, c'est des anecdotes. Hein, je suis désolé pour ceux qui se sentent visés, mais on reçoit des fois des mails. Alors, je vous envoie ma musique ou ma chanson. Alors, c'est plus du tout ce que je fais. Hein, mais, oui. Bah alors, l'envoie pas. Qu'est-ce que tu fais alors? Voilà, c'est ça. C'est drôle, quoi, le regard des fois que les gens sur leur propre travail. C'est marrant, quoi. Après, bien sûr qu'on espère tous avoir du potentiel dans son clip et trouver la personne qui va développer les choses, quoi. Mais voilà, mais il faut tout tenter. Je pense qu'il faut pas lâcher l'affaire quand on sent que c'est notre truc à nous. Il faut y aller. Faut pas hésiter. Et donc, dans ce fameux mail de prospection ciblée et efficace, surtout bien pitcher, donner envie et pas faire un mail de 3 pages parce que, encore une fois, il est question de temps. Faut penser à la personne en face. Complètement. Et puis d'ordre, un tourneur, bien sûr que ça fait manger, entre guillemets, si on vise l'intermittence, mais en même temps, il ne pourra pas vendre de date s'il n'y a pas de visibilité du projet. Hein. Oui. Personne qui va lui prendre une date, ou alors c'est un gros producteur qui cherche tous les jours des premières parties pour ses têtes d'affiche et qui rame, mais je pense pas. Hein. En général, ça marche tout seul. Donc voilà, il faut déjà créer l'environnement qui donne envie, comme tu dis. C'est pour ça que je disais le son, bien sûr, le visuel. Ça peut être de la photo, hein, des trucs simples, ou un logo, ou quelque chose qui permette de comprendre le projet très rapidement, d'identifier, de se rappeler. Et puis après, voilà, ça. J'ai une anecdote aussi sur un artiste avec qui on a fini par travailler, mais il m'avait envoyé. J'ai pas fait le lien tout de suite entre la personne avec qui j'ai voulu signer et le premier démo, parce qu'entre-temps, il s'était passé plus d'1 an. Mais quand je l'ai signé, il me dit, tu sais que j'étais très, très en colère contre toi quand je t'ai envoyé mon premier titre. Je dis, ah bon, tu m'as envoyé un titre? Oui. Mais t'as trouvé ça pas bien, tu m'as renvoyé chez moi en me disant travail, réécris tes textes, c'est pourri. Je sais plus ce que j'ai dit, bref. Et en fait, il me dit, mais en fait, merci. Hein. Merci, ça m'a poussé à me... Alors, au début, j'étais très, très, très en colère, très, très énervé contre toi. Je t'ai détesté, etc. Puis en fin de compte, je me suis mis au travail.
Ouais. Et en fin de compte, voilà, on travaille ensemble aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'il faut jamais lâcher le truc. C'est pas parce qu'on a eu un non aussi en face, et quand on a eu un non, c'est qu'on a eu une réponse. Mhm. Souvent, c'est ça aussi qui m'étonne. Moi, j'ai souvent, malheureusement ou pas, ça dépend le point de vue, j'ai dit non à beaucoup de gens. Mais quand des fois, je recroise des gens à qui j'ai dit non et qui me disent merci d'avoir répondu, je me dis que tout le monde ne répond pas, quoi. Oui, Mais moi, le premier, hein, je mets des fois énormément de temps à répondre, hein. Voilà, on a une charge de boulot, on est quand même des bien petites sûr. structures, on a du boulot en veux-tu, en voilà, et des priorités, ou des mauvaises choses aussi qui tournent dessus, ou des bonnes choses, hein. Un Mhm. succès, c'est énormément de temps, hein. Bah Quand oui, on en dit, ça prend énormément son temps, parce qu'on doit être hyper disponible, hyper au charbon, et du coup, c'est un tourbillon, quoi. ouais, Et des fois, ouais, on tient ses engagements, mais des fois avec un peu de délai. ouais. Voilà. C'est compréhensible. Après, oui, voilà. Enfin, c'est. Bah, c'est compréhensible par toi parce que tu connais un peu les choses, Oui, mais des fois, je me suis déjà fait, pas engueuler, c'est pas le mot, mais des fois, tu as des retours de mail ou même au téléphone, les gens me disent c'est votre boulot d'écouter de la musique. Bah, je dis ouais, oui, de la musique des gens avec qui je travaille, quoi, pas ceux qui je travaille pas au départ. ouais, Même oui. si peut-être on travaille ensemble, mais je dis, voilà, c'est pas mon job, je suis pas payé Mm. pour ça. Je travaille d'abord pour les gens qui me font confiance et auxquels je dois un rendu immédiat parce que c'est la collaboration qui veut ça. Mm. La personne qui j'ai envoyé faire des maquettes, bah, si je lui écoute pas ses maquettes, il va pas comprendre. Bien sûr, C'est bien sûr. évident. Est-ce que tu as des conseils pour une personne qui souhaite devenir éditeur? Lancez-vous. Il y en a trop là déjà. Bah, en fait, on en accompagne certains parce que j'ai accepté de faire de la gestion éditoriale, donc je les conseille pas comment devenir. J'arrive après la phase où ils ont décidé de devenir plutôt. D'accord. Maintenant, ils se rendent pas toujours compte justement des implications et de ce que ça représente parce que c'est un vrai métier et il faut pas faire ça en dilettante, quoi. Il faut vraiment être dessus parce que un éditeur qui travaille pas, oui, s'il y a un truc qui marche tout seul, pourquoi pas, il y a des droits, mais s'il bouge pas, il se passera rien, quoi. Bien sûr. Donc, il faut être prêt. En fait, c'est les mêmes risques qu'un artiste. C'est-à-dire qu'un artiste, s'il lâche tout pour faire que son métier d'artiste, Mhm. et ben, que même un autre professionnel, que ce soit un manager, etc., il y a un moment, il fait le même choix, quoi. C'est son métier, ses seuls revenus viennent de là. Donc, il faut qu'il se bouge les fesses. Donc, il faut être prêt à ça, je pense. Oui. C'est des questions à se poser au départ. Donc, voilà, il faut, comme quelqu'un qui s'investit dans un nouveau projet sans forcément avoir des revenus qui vont tomber tout de suite, ben, il faut prévoir. Il faut Mhm. prévoir le moment où ça va tomber, justement. Et en attendant, mais faut avoir peut-être un peu d'avance ou avoir des solutions, des plans B en complément. Donc, voilà. Mais après, il faut avoir une vision. Je pense qu'il faut Mhm. une vision éditoriale, c'est-à-dire savoir quelle ligne éditoriale on construit, quel catalogue on va avoir, qu'est-ce qu'on veut représenter comme projet et dans quelle direction on veut travailler, développer ces contenus, quoi. Mhm. Est-ce qu'on est plus musique à l'image, la synchro, la musique pour d'autres, l'accompagnement de projets voilà, c'est se poser les bonnes questions. D'accord. Et puis rencontrer d'autres éditeurs Oui. et leur poser des questions, voir se faire accompagner. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que Mhm. justement, je parlais de gestion, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire contre un pourcentage sur ses futurs revenus, on peut avoir une collaboration avec un autre éditeur plus aguerri, plus expérimenté, éventuellement staffé avec ce qu'il faut comme équipe et comme conseil pour faire avancer le projet, quoi. Mhm. Ça, c'est chouette aussi. Le réseau. Ouais, bah, se concentrer en fait. Qu'est-ce qu'on est? On est quoi? D'abord directeur artistique? Est-ce qu'on est développeur? Est-ce qu'on est, je sais pas moi, commercial? Mhm. Voilà. Et donc tout le reste, quand on démarre, on n'est pas forcément nombreux. On est peut-être même que tout seul. Donc toute la partie qu'on sait pas faire, allons trouver un autre éditeur qui sait le faire bien. Et moi, j'ai développé ce que je sais faire, et l'autre personne viendra m'appuyer sur ce que je sais moins faire ou pas faire du tout. Mhm. Comme ça, je gagne du temps. Bien sûr. Même si je partage, je gagne du temps. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Bon, je pense qu'on a déjà bien discuté. Je sais pas si Je on a pense. intéressé les gens jusque-là. Mais... Je pense que si. Je pense que si, parce que le métier d'éditeur est, comme tu le disais, dans l'ombre et souvent méconnu du grand public et des artistes globalement. Donc, je pense qu'il va y avoir du monde sur cet épisode, en tout cas jusqu'à la fin. Du monde, je sais pas, mais jusqu'à la fin, oui. D'accord, très bien. Bah, merci. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, Xavier. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu.
N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tunes. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.